Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Alors, Aujourd'hui, je vais vous parler de la difficile relation que l'on se doit de maintenir pendant la crise. Parce que tout le monde sait que la crise est là, hein. Vous avez tous entendu parler de ça. Ça fait partie d'une réalité qu'il va falloir accepter de voir. On va parler des relations avec nos partenaires, clients et fournisseurs pendant la crise. Parce que la crise est là. On a aujourd'hui des dépôts de bilan qui sont super ou équivalents à ce qui était, selon qu'on regarde toutes les entreprises ou uniquement les grosses, à ce qu'il était au plus fort de la crise de 2008. Vous avez vu l'État français qui fait 200 milliards de dettes en quelques mois sans même savoir pourquoi, ce qui est le signe d'un ralentissement, hein. L'État français est financé essentiellement par des taxes sur les salaires et des taxes sur les ventes. Donc c'est un très bon instrument de mesure de de l'activité économique. Il y a certes, certes des éléments conjoncturels qui font que le mois d'août était pas mal parce qu'on avait les Jeux Olympiques. Mais enfin voilà, on a gagné 1,5 milliard de production pour 14 milliards investis, ce qui est un très bon rendement comme on sait le faire. Il va falloir donc qu'on commence à se poser la question de comment ne pas se faire prendre dedans. Et comment ne pas se faire prendre? Eh ben, c'est souvent la question de ne pas se laisser entraîner par les clients ou réussir à bien gérer les fournisseurs. Donc les clients, il faut savoir qui est malade et comment les gérer. Et les fournisseurs, il faut les rassurer et trouver des deals pour continuer à avoir de la marchandise. Donc on va essayer de travailler là-dessus, sur la question de qui est malade. Et ben en fait, la question c'est comment est-ce qu'on surveille la santé de ses clients? Comment on les monitore? Donc le premier travail, qui souvent est un peu oublié, c'est de suivre les encours clients. De toutes les semaines, avoir une bonne vision de qui nous doit de l'argent. Et est-ce que c'est beaucoup? Et est-ce que on a bien relancé? Systématiquement, il faut relancer. Je vous rappelle que the squeaky wheel gets the oil. C'est la rookie queen qui récupère toute l'huile. Donc, vous devez être dans ce cas-là. C'est votre survie qui en dépend. Vous devez être celui qui a mis en place un moyen de suivre tous les problèmes et de rien laisser sous le tapis. Alors, l'autre point, une fois que vous avez regardé en interne avec vos informations, c'est de regarder en externe. Sur Internet, il y a des tas d'informations sur un peu tout le monde. Alors, vous avez deux grandes sources, hein, société.com, qui est en fait finalement une émanation des registres de commerce, qui est un peu cher, qui est pas hyper complet, et qui a été disrupté par Papers, qui a beaucoup plus d'informations et beaucoup plus d'informations gratuites accessibles, et qui en plus va aller sur des points, sur d'autres choses, quoi. Il va aller sur les décisions de justice, sur la politique, sur les Donc Papers, ils prennent toutes les informations disponibles dans le domaine public et ils les ont rassemblées pour que vous puissiez y accéder. Donc ça vous permet de savoir qui possède un immobilier, ça vous permet de savoir qui est en difficulté, qui a été condamné, etc. Donc ça, c'est deux sources d'informations qu'il faut aller regarder régulièrement. Il faut mettre des alarmes sur nos principaux clients pour être prévenus le plus tôt possible s'ils déclarent une cessation de paiement. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a un dépôt de bilan? Vous allez me poser la question. Parce que oui, on est prévenu, mais à quoi ça sert?
Bah, ça sert à pouvoir savoir où on en est de la procédure et essayer de s'en sortir le plus possible. La procédure, c'est quoi? C'est d'abord une déclaration de cessation de paiement. C'est le moment où l'entreprise dit, ça y est, j'ai trop de choses à payer par rapport à ce que je peux payer. Je suis obligé de de me mettre sous la protection du tribunal. Donc, à partir de ce moment-là, l'entreprise n'est plus concernée par les relances, par les remises, par les règlements qu'il lui faut faire. Elle peut se reposer sur le fait que c'est le tribunal qui doit décider. L'étape d'après, c'est l'ouverture de la procédure. 15 jours, 3 semaines plus tard, le tribunal va prendre une décision selon la situation de l'entreprise, selon la dégradation de sa situation. Il va décider de la mettre en période d'observation, 3, 6 mois pour qu'on mette en place un plan qui permettra soit d'aller vers un plan de continuation. Plan de continuation, ça veut dire pendant euh, 3, 4, 5, 10 ans, je vais étaler l'ensemble de ma dette que je vais payer en fractions et je vais récupérer l'ensemble de mon actif. Donc, si j'ai de la trésor, je l'utilise tout de suite et ma dette, je l'étale sur 10 ans. Donc, ça a un grand bol d'air pour l'entreprise. Pour vous, ça veut dire que votre créance, elle est dans le plan de continuation. Ça peut être une cession. La cession, c'est quelqu'un qui va extérieur, qui va racheter les actifs et avec ce prix qu'il paye, on va désintéresser les créanciers dont vous faites partie. Et puis, il y a la liquidation pure et simple. On va essayer de prendre tous les actifs et de les vendre un par un et ça fera une masse qu'on va répartir. Alors, pour vous, créanciers, soit vous êtes payé sur plusieurs années, ça peut aller jusqu'à 10 ans, et c'est sans intérêt. Soit vous êtes dans une liquidation, sous une forme ou sous une autre. Ça veut dire que vous êtes payé sur ce qui reste. Et ce qui reste après le fisc et après le social. Donc, d'abord, il y a tout le temps de vendre tous les actifs, le stock, les machines, etc. On va régler avec ça toutes les créances qu'on a eues pendant la période de, de surveillance judiciaire, pendant la- le moment où on était en dépôt de bilan, ces dettes-là sont payées en premier. Puis après, on va regarder ce que le fisc et les charges sociales ou les salaires avaient le droit à recevoir. Et puis, on va partager tout ça, sauf les sûretés. Donc c'est pour vous dire qu'il ne vous restera pas grand-chose si vous arrivez à à cette étape-là. C'est assez peu probable que vous retrouviez vos sous. Alors, je vais mettre un deuxième point qui est important à avoir en tête. Les créances et les dettes, c'est pas pareil. Alors, le truc souvent qu'on voit, c'est des entrepreneurs qui ont une relation avec des partenaires et je lui dois de l'argent, mais il m'en doit, donc c'est pas grave. Eh bien, les créances, donc l'argent qu'ils nous doivent, c'est au passif. La dette que nous on a à leur égard, elle est à l'actif, pardon. Petite erreur. Et elles ne sont pas équivalentes. C'est-à-dire que quand on prend la slide que j'ai mis au-dessus, eh ben, tout ce qui est à l'actif, donc la dette, on va devoir la régler. Et après, ça nous permettra, ça permettra de nous payer notre créance. Mais ça permettra de la payer après avoir payé le fisc, etc., etc. Donc vous allez devoir payer votre dette, mais votre créance, vous l'aurez quasiment pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un travail comme celui-ci, si vous dites à votre fournisseur, mais c'est pas grave, comme je te dois de l'argent et que tu me dois de l'argent, c'est pareil, il faut faire le travail de créer une compensation. Il faut l'écrire. Il faut respecter la forme pour pouvoir soutenir après
le fait que, ah non, mais regardez, monsieur le liquidateur, on est bien d'accord que cette dette, je l'avais réglée. Il faut supprimer cette dette et cette créance. Sinon, elle est prise dans ce maelstrom. Alors, la procédure, c'est quoi? C'est quand on voit un retard, il faut faire une relance de la facture en recommandé. Là, votre client a une semaine pour vous payer puisqu'il est en retard ou pour contester la facture. Et s'il ne le fait pas, vous pouvez tenter une mise en liquidation. C'est-à-dire que vous allez l'amener devant le tribunal en disant, bah là, je vois que manifestement, il va falloir liquider l'entreprise. Pourquoi c'est une bonne idée? Parce que souvent, s'il suffit de vous payer vous pour éviter la liquidation, eh ben, vous allez passer devant. Mais c'est risqué parce que ça peut entraîner la liquidation et auquel cas vous vous trouvez dans la situation décrite précédemment. Et en plus, ce fonctionnement-là, c'est bon pour les gros clients, ceux qui n'ont pas de vraie relation avec nous. Hein, ceux qu'on veut contraindre un peu parce que on sait bien qu'ils pourraient nous payer et que... Mais on ne peut pas faire ça avec les clients sympas. Avec les clients sympas, il faut trouver des solutions. Alors, quelles solutions? D'abord, il y a la question de mettre en place des procédures pour suivre bien tout le monde et éviter que ça parte trop loin. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec le suivi des encours clients, avec les relances amicales d'abord, puis un peu plus fermes. Le deuxième point, c'est de se préparer. C'est-à-dire qu'il faut envisager le risque qu'on prend sur chaque chose. Parmi les solutions qu'on peut avoir avec des clients, c'est de réduire la taille des livraisons. Et si, au lieu de livrer de quoi tenir 3 mois, on livrait de quoi tenir 15 jours, qu'on se fasse payer, qui sont des petites sommes plus faciles à gérer pour nos clients, et augmenter la fréquence des livraisons. On va les livrer tous les 15 jours, mais on va être on time, et du coup, l'encours va être divisé par 3, 4, 5. Et notre client va continuer à pouvoir travailler. On ne l'a pas handicapé. On a juste réduit l'argent immobilisé de notre côté et de son côté. Une alternative, c'est de travailler sur tout ce qui permet de récupérer la marchandise si jamais on n'est pas payé, si jamais on arrive à un dépôt de bilan. Alors, il y a bien sûr la clause de réserve de propriété. La clause de réserve de propriété, il faut respecter la forme. C'est là où je vous parlais des procédures. Respecter la forme, c'est-à-dire que ça doit être bien écrit sur les procédures de prise de commande et ça doit être accepté par le client. Et ça n'est vrai que si la marchandise qu'on envoie n'est pas transformée. Si elle est intégrée dans un produit, c'est mort. On a perdu la propriété sur cet objet. Après, il y a un autre sujet qui peut être non pas une clause de réserve de propriété, mais carrément une réappropriation de la propriété. L'exemple, c'est votre client vous a acheté pour 2 mois de stock. Il y a encore 1 mois et demi qui est dans son stock. Est-ce que c'est pas mieux de lui racheter ce stock et de lui revendre au fur et à mesure? Alors là, on peut le faire avec une fiducie, si les montants sont suffisants pour que ça se justifie. Mais en tout état de cause, il faut que ça se retrouve physiquement dans l'entreprise. Donc si on peut prendre un bout du stock de notre client, lui mettre des panneaux propriété de Damien Collignon, et donc quand la liquidation arrive, on sait que ce qui est dans cet enclos-là appartient à Damien Collignon et non à l'entreprise Chassagne, alors on a une chance de pouvoir récupérer sa marchandise. Et on a trouvé un moyen de financement pour son client qui a tant besoin
de marchandises pour pouvoir fonctionner. On lui a racheté le stock, on a effacé une, euh, une dette avec ça et on a bien fait une compensation et on lui revend le stock au fur et à mesure qu'il en a besoin. On fait un état chaque semaine de combien il a pris dans le stock et donc combien il nous envoie comme argent. On essaye de changer la relation dans une relation qu'on aurait peut-être dû jamais avoir. Pourquoi est-ce qu'il faut envoyer 3 mois de stock chez un client? Souvent, ça vient aussi de votre système à vous. Ça vient aussi de votre façon de incentiver vos vendeurs pour qu'ils fassent les plus grosses ventes possibles. Alors que ce qui compte, c'est que l'année soit la plus gros chiffre d'affaires avec ce client possible. C'est pas important de savoir qu'on a battu un record tel mois ou tel autre. C'est important de savoir ce que notre client a consommé chez nous. Alors, un autre élément à évaluer, c'est l'assurance crédit. Assurance crédit, c'est un assureur qui va dire, je prends le risque si jamais il y a un dépôt de bilan à ta place. Alors, ça coûte cher et je vous rappelle que le rôle de l'assureur, c'est d'encaisser les primes et de ne pas payer derrière. Donc, j'essaierai d'éviter ça. Ça va manger votre marge. Ça risque de vous donner un faux sentiment de sécurité. Et comme toujours, ça n'est possible que si vous avez des procédures ultra carrées qui sont avec des papiers bien signés par tout le monde, bien faits à chaque fois. Donc, si vous avez ce niveau, peut-être que vous pouvez aller sur ce genre d'instrument sophistiqué. Mais vous voyez, c'est à un coût et ça nécessite une, comment dire, euh, ça nécessite un investissement organisationnel qui est peut-être pas l'endroit où vous voulez le mettre. Une dernière idée, c'est les cautions. Alors évidemment, vous n'allez pas demander la caution personnelle de l'entrepreneur avec lequel vous travaillez. En revanche, si c'est une filiale d'un grand groupe, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée de leur dire, écoutez, on est prêt à continuer à travailler avec vous, mais on ne voudrait pas que vous ayez la tentation de retirer la prise sans que ça vous coûte quelque chose. Donc c'est finalement quelque chose qu'on peut envisager. Je voudrais continuer à travailler avec vous, je voudrais que vous puissiez redresser votre entreprise, mais je ne peux pas me mettre en danger d'une décision prise un échelon plus haut. Donc finalement, ce sont des solutions essentiellement pour rééquilibrer l'asymétrie dans la décision qui risque d'être prise. Il faut que ça coûte à tout le monde, sinon on sait où ça va arriver. Alors, le symétrique de ça, c'est nos fournisseurs. Parce que, avec la crise, nos résultats peuvent se détériorer et il y a un risque que le fournisseur décide de réduire notre crédit. Il peut le réduire, par exemple, parce que son assureur crédit a décidé que dans notre secteur, il était prêt à assurer seulement jusqu'à 30 000 euros de risque. Et tout d'un coup, on a un fournisseur qui dit, bah, je ne peux plus passer, faut que je descende en dessous de 30 000. Donc ça nécessite de communiquer, ça nécessite d'échanger, ça nécessite de comprendre qu'est-ce qui les motive. Et puis, il faut aller faire des deals pour réduire leurs risques. Donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec le fait de plutôt faire des commandes semaine par semaine et des livraisons semaine par semaine plutôt que des grosses livraisons tous les 2 mois, c'est un truc qui va intéresser votre fournisseur aussi. Ça demande une chaîne logistique qui fonctionne bien, ça demande un coût logistique qui ne soit pas devenu dément avec une livraison par semaine plutôt qu'une livraison par mois. Mais normalement, ça devrait être à peu près la même chose puisque c'est à peu près la même quantité qui est livrée globalement. Donc si votre fournisseur le fait pour l'ensemble de ses clients,
sa relation avec les transporteurs risque d'être, j'ai la même quantité qui va avoir le même nombre d'entreprises, mais c'est juste que ça se fait par semaine plutôt que par mois. Donc, faut voir. C'est souvent une piste. En conclusion, donc c'est la communication qui va être importante, c'est le suivi des chiffres et c'est chercher à mettre en place des solutions positives. Évidemment, vous comprenez bien que là-dedans, tout n'est pas lié au juridique, mais si vous ne comprenez pas un minimum de ce qui risque de se passer juridiquement, vous allez jouer contre votre camp. Merci Jean-Christophe de nous alerter parce que tu l'as dit en préambule, toutes ces défaillances d'entreprise vont en cascade créer des problèmes de non-règlement de facture chez tout un tas d'autres entreprises qui étaient en bonne santé ou en tout cas pas en mauvaise santé jusque-là. Et donc, on a déjà vu ça dans les crises précédentes. Il y a un effet domino. L'effet domino étant encore plus important quand une grande, très grande entreprise se retrouve prise dans la tourmente. J'ai une question pour toi, c'est pratique, c'est concret. Est-ce que tu recommanderais à nos clients de demander à leurs clients de payer par prélèvement de façon à ce que euh, l'opération peut toujours être annulée, bien sûr, du côté de celui qui n'a pas de trésorerie, mais elle est déjà elle est déjà, disons, dans le système bancaire, et tu as juste à présenter à ta banque la demande, et comme le mandat SEPA, par exemple, en Europe, est déjà accepté, le paiement est automatiquement versé sous réserve de crédit sur le compte. Un peu Alors, technique, mais qu'est-ce que tu penses de ça? je pense que ça rentre dans la question qu'on a vue au tout début, c'est-à-dire the squeaky wheel gets the oil. Si on a quelque chose qui fait que ça passe automatiquement, c'est toujours plus facile que d'être dans une situation où il faut qu'il y ait une décision consciente de notre client de nous payer nous en premier par rapport à d'autres, etc. Mm, mm. Donc finalement, d'ailleurs, dans ce genre de situation, vous apercevez qu'il y a un peu de nettoyage à faire sur toutes les dépenses un peu automatiques qu'on fait et qui ne devraient pas être faites. Hein, je vous parle de toutes les cartes bleues que vous avez laissées dans des petits logiciels à 20 balles par mois. Bon, ben, à la fin de l'année, vous avez dépensé 10 000 balles, comme qui rigole, sur des choses qui sont peut-être plus utilisées, plus nécessaires. Ça, c'est dans la même idée. C'est parce que c'est indolore, invisible, qu'on ne le surveille pas, que, on a des chances d'avoir des règlements qui se font de manière tranquille, là où d'autres sont obligés de faire relance après relance, attendre le chèque, qui bien sûr arrive par la poste sur le dos d'un escargot, et quand on va le déposer, bah, c'est trop tard, l'entreprise a déjà fermé ses comptes. Ok, donc pourquoi pas? Et en tout cas, ça va dans le sens de quelque chose de très professionnel dans la relation, y compris la vente va jusqu'à discuter les termes de paiement, discuter les garanties et organiser vraiment, j'allais dire, la partie financière de la transaction, en fait. Ouais. Donc des formations pour les commerciaux aussi. Alors, je parlais de procédure. Procédure, ça veut dire former tous les membres de la chaîne à la question. C'est vrai pour les commerciaux, c'est vrai pour les livreurs, c'est vrai pour les gens au stock, euh, c'est vrai pour les gens qui font les factures et qui font les relances. Ça fait beaucoup de gens en fait qui sont concernés. Souvent, on limite ça à celui qui fait la facture. Et le commercial, lui, bah non, lui, il fait juste, il a un papier à remplir et ça lui va. Et le livreur, il a un truc à faire signer et il ne connaît pas il n'a pas été formé à toutes les petites ruses qui font que un client va contester une livraison après coup tout en utilisant les produits qu'on a livrés. C'est
des choses qui sont beaucoup moins nécessaires quand tout va bien et qui deviennent essentielles dans les moments de crise. Parce que l'idée, c'est de ne pas se faire prendre par surprise, comme ça, dans un, deux, 10 dépôts de bilan successifs qui viendraient mettre ton entreprise en difficulté. Oui, et puis se dire que quand on est face à des gens qui sont en difficulté, ils vont commencer à faire des choses qui sont pas acceptables, mais que la nécessité leur rend obligatoire, d'après eux, comme contester une livraison parce que la signature n'était pas là, donc du coup, non, non, j'ai jamais reçu. Et comment est-ce qu'on peut leur démontrer? Ouh là là, on le fera à la fin de l'année dans le bilan, on verra que, ah ben vous avez raison, finalement, on avait reçu des marchandises. Mais le bilan, si c'est après le dépôt de bilan, c'est pas très intéressant. C'est, c'est, c'est un exemple où c'est la prise de commande qui a été faite, mais qui n'est pas passée avec tous les éléments dans le bon de commande, qui fait que du coup, on est payé 3 à 6 mois plus tard, parce que tu comprends, chez nous, c'est comme ça, c'est notre ERP. Ah, je sais, c'est une catastrophe, mais voilà. Non, en fait, c'est évitable. C'est évitable par tout le monde. Mais pour que ce soit évitable, il faut que les commerciaux comprennent que si c'est pas encaissé, c'est pas vendu. Et il faut que les livreurs comprennent que si ils n'ont pas moyen de démontrer que c'est bien arrivé, il y a un risque de problème. Que aujourd'hui, faire un petit coup de caméra pour montrer que la marchandise était en état impeccable quand ça a été livré, ça coûte rien. Mais il faut le faire et savoir où l'envoyer et faire les factures avec tous les éléments nécessaires dessus, bon, ça va à peu près. Faire les relances, c'est pas forcément bien intégré dans le système, et les relances téléphoniques et les courriers recommandés. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un recommandé, ça se fait en ligne. C'est un PDF qu'on envoie à Monsieur Laposte qui va l'envoyer en recommandé. Ça coûte rien, ça s'automatise. Mais on est dans un moment où c'est bien de mettre un peu de rigueur, c'est bien de rendre conscient vos collaborateurs sur les risques et les problèmes auxquels on va faire face. J'ai une question ou un commentaire. Euh, Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est d'abord deux dimensions. C'est une dimension de la prise en compte du problème. Enfin, on va parler du BFR, donc la gestion du besoin en fonds de roulement. Donc, on va parler des stocks, on va parler des clients et on va parler des fournisseurs. Donc ça, c'est la vision globale. Ensuite, il y a une nécessité de rentrer dans le concret, c'est-à-dire de déconstruire en fait ces masses pour bien comprendre que dedans, il y a un 20-80, donc 20% des clients font 80% du chiffre et pareil pour les fournisseurs. Et ensuite, euh, pour chacun des segments de chacun de ces postes, avoir, je dirais, une approche assez créative et en même temps très concrète pour pouvoir gérer, pour finalement trouver des solutions qui ne peuvent pas être trouvées à un niveau global. Il faut vraiment faire l'analyse et rentrer dans le concret. C'est ce que je comprends dans ce que tu me dis. Donc, est-ce que c'est juste? C'est juste que on va pas traiter de la même façon un petit acteur qui est en train de se mettre lui-même dans la merde et une grosse société qui va nous mettre dans la merde parce que c'est juste un trait de plume. Mm -hmm. Et de la même façon, on va pas traiter de la même façon le fournisseur clé s'il nous fait défaut, on peut pas vendre, et celui qui, bon, un loyer. Je dirais que le propriétaire, il aura toujours son bien à la fin. C'est moins grave qu'un fournisseur qui nous apporte la matière première qui permet de livrer. Je comprends. Donc il y a des hiérarchies en fonction et de la, les conséquences pour le créancier ou le fournisseur et enfin pour le créan, oui, pour le client ou le fournisseur. Et il y a des sujets sur le, le,
les conséquences pour nous. Ce que j'entends aussi, et c'est pas une provocation, Mhm. euh, c'est qu'on peut tout à fait, Est-ce qu'il y a une délégation, Damien? on peut tout à fait intégrer notre cher ami Goldratt dans tout ça. C'est en disant la crise en fait peut potentiellement créer des goulets d'étranglement, voire des points de blocage. Et l'approche en fait, et je reviens au BFR parce que ça permet d'être un peu analytique et systématique, et de se dire comment pour chacune des lignes dans chacun de ces postes il est possible de recréer de la fluidité. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec les stocks de M. Cognon chez M. Chachagne. C'est en clair, c'est comment on peut déconstruire en fait des blocages qu'on pourrait analyser de façon globale en micro-blocages et les traiter un par un pour réintroduire en fait de la fluidité dans le BFR. C'est ça mon point. Ben, ce qui est très certain, c'est que dans les périodes de difficulté comme ça, on risque de trouver des oreilles plus attentives à des grandes mutations et des grands changements d'organisation comme Goldratt les préconise. Mhm, Donc c'est souvent le très bon moment pour imposer du Goldratt en dehors de notre organisation. On a mhm, fait déjà le travail de mettre notre organisation en Goldratt et on est avec des fournisseurs qui tiennent absolument à nous livrer des gros batchs et des clients qui tiennent absolument à être livrés en batch à certaines heures, à machin, etc. Et tout d'un coup, on a moyen de leur justifier le fait que ce serait bien si on rentrait maintenant dans une autre façon de procéder. Petite anecdote, j'ai vécu ça cette semaine entre un fournisseur de produits cosmétiques. Jusque-là, c'était une solution complète avec packaging et formule. Le problème, c'est que les packaging ont un lead time qui est énorme et donc ça mobilise de la trésorerie et du temps. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire cette semaine, c'est à refiler la gestion des achats et l'approvisionnement en fait du packaging au client final. Donc on a complètement retourné la perspective et effectivement, ça va mettre beaucoup de fluidité dans les échanges. Donc, c'est possible, quoi. Ouais, C'est possible. ouais. Franck, tu voulais intervenir. Bon, bah voilà le petit topo. Donc, c'est pas un sujet très réjouissant. Après le topo de Damien sur le grand réjouissement de la victoire de Trump et de ce grand changement pour l'Amérique qui va probablement avoir des impacts sur sur le reste de la planète, ramener la paix, ramener la santé, etc. Ben là, j'étais un peu obligé de, 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 de faire tomber la joie avec tout ce qu'on risque de devoir gérer dans les prochains mois avec des gens qu'on aime bien, avec qui on aime bien travailler, qui sont le, 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 je veux dire, l'énergie qui permet à notre entreprise de fonctionner, des partenaires dans le flux de valeur, mais avec lequel il va falloir quand même prendre des précautions minimum pour éviter des problèmes.